Présentation. Présentation. Qui es-tu? Je commence alors. Tu commences. Allez, ça marche. Je m'appelle Xavier. Bon, bah, nous, évidemment, on se connaît. Hein. On se connaît. On va se dire tu et C'est tout. déjà vu. Je m'appelle Xavier Morel. Je suis chirurgien. Et puis, on s'est rencontrés, nous, dans le cadre d'un programme, on va dire, un programme entrepreneurial. Oui. Qui s'appelle Perspective, qui a été proposé par Jean-Charles Curdali et Elliot Meunier, qui vise à développer sa propre perspective sur un sujet que l'on souhaite et qui nous tient à cœur. Et puis l'idée, c'est d'en faire potentiellement un livre perspective ou éventuellement une formation, en tout cas peut-être un blog, en tout cas de diffuser des choses là-dessus pour aider et pour éventuellement vendre aussi. Ça va comme C'est une bonne présentation. C'est une bonne présentation. Et moi, je m'appelle Emmanuel Moreau, du coup. J'ai un parcours un peu éclectique. J'ai été développeur. J'ai géré des équipes dans des services clients variés dans la French Tech. J'ai fait du recrutement. Et récemment, j'ai commencé à travailler avec Elliot, que j'assiste. On est associé sur la plupart des projets maintenant. C'est comme ça que j'ai rencontré Xavier au sein de Perspective. Je fais aussi du coaching. J'ai mon blog. Et on a trouvé qu'il y avait matière à échanger sur nos expériences respectives. En ce moment, je suis très branché IA. Xavier s'y intéresse aussi. Et il a une expérience aussi dans le cadre de sa perspective qui colle bien avec tout ça. Ouais, parce que donc moi, je t'ai trouvé vachement... déjà, tu as été presque l'une des seules personnes qui a lu Francisco Varela, que j'ai rencontré, qui a lu Francisco Varela. Non, mais au départ, c'était un point de connexion. C'est vrai. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est curieux. Et puis, à côté de ça, je te trouvais très technique. Et moi, je suis plus côté peut-être un peu plus philo ou un peu plus conceptuel. Oui. Et c'était assez complémentaire. Et puis effectivement, en side de mon métier principal, de mon cœur d'expertise qui est la chirurgie, je m'intéresse à ces technologies parce que c'est des technologies, puis aussi parce qu'elles ont des conséquences, à mon avis, sociales et puis pour moi dans mon fonctionnement quotidien pour explorer des choses, pour apprendre, qui sont importantes. Et puis je me suis intéressé on va dire ce qu'on appelle les sciences et technologies de la cognition, à l'aide d'un programme, une formation qui s'appelait le diplôme universitaire de médecine, méditation et neurosciences à Strasbourg, sous l'égide de Jean-Gérard Bloch. Et donc ça a toujours été un peu une side quest, quoi, tu vois, une quête un petit peu parallèle, à la fois introspective mais aussi scientifique. Et c'est ça qui nous a un peu réunis, hein, c'est-à-dire un côté rationnel, un côté scientifique, mais aussi un côté plus philosophique, voire spirituel des fois. Et c'est très paradoxal parce que c'est assez difficile de conjuguer ces deux approches-là au sein d'une seule personne, quoi. Il faut accepter de voir de la multitude et du paradoxe, quoi. Ouais, tout à fait. Du coup, Francisco Varela, je crois que le livre dont on parlait, c'était The Embodied Mind. Ouais, l'inscription corporelle de l'esprit. Tout à fait, qui est toujours très pertinent aujourd'hui. Que je trouve. Alors, j'ai rencontré des gens sur LinkedIn qui le critiquent beaucoup, mais moi, il m'a vachement parlé. Et je trouvais ça, en tant que chirurgien, si tu veux, je trouvais ça vachement intéressant, la façon dont c'est dit, l'inscription corporelle de l'esprit. Oui. J'ai trouvé ça très très puissant parce que tu sais, on est dans une société qui est vachement dualiste, où on sépare les deux. On a d'un côté l'esprit, d'un côté le corps. C'est l'héritage très occidental. Ouais, et beaucoup l'héritage de Descartes. Oui. Or, dans mon expérience, je trouve que les choses sont pas tellement séparées. D'ailleurs, dire ce que c'est que l'esprit, ça me paraît très, très compliqué, très hasardeux comme définition. Et par contre, les choses inscrites corporellement, il y en a plein. Oui. Et moi, les tissus, la chair, je veux dire, c'est quelque chose que je manipule tous les jours. Et pour le coup, c'est pour moi plus porteur de vérité, de choses tangibles que ce concept d'esprit, etc. Et je trouve que l'IA, justement, vient mettre le point là-dessus. Mais peut-être que tu as des choses à dire là-dessus. Non, mais attends, tu parlais de la chair, du coup, et qu'est-ce que cette expertise, finalement, cette expérience de rentrer à l'intérieur du corps des patients, finalement, et de manipuler tout ça, qu'est-ce que ça t'apporte? Je vais te donner un exemple. Dans mon parcours, une espèce d'anecdote. Donc, les premiers temps où je suis rentré vraiment en contact avec le côté charnel, le côté vraiment chirurgical, anatomique, c'était quand j'étais en 2e année de médecine. Et je faisais des aides opératoires, c'est-à-dire que j'allais aider un chirurgien à opérer. Uh-huh. Ça permettait de mettre le pied à l'étrier et ça permettait de découvrir la spécialité et puis d'avoir une forme de compagnonnage. Et en parallèle, j'avais des cours d'histologie à la fac. Donc les cours d'histologie, c'est comment sont organisés les tissus, notamment les couches des tissus.
Et j'y ai vu un paradoxe sonnant et trébuchant, si tu veux, à ce niveau-là, entre un côté très académique, très pédagogique de l'étude des tissus, notamment de l'étude par couche, et puis ce que je vivais dans mon expérience perceptive, si tu veux, au bloc opératoire. Qu'est-ce que je voyais au bloc opératoire? C'était des tissus qui n'étaient pas du tout séparés. Ok. Il y avait une forme de continuité tissulaire entre la surface et la profondeur. Ok. Donc tu vois, une approche très réductionniste où on étudie les choses par couche et on sépare les choses les unes des autres, et une approche très expérientielle au bloc opératoire où les choses sont complètement continues. Et si tu veux, comment ça se manifeste? On ouvre la peau, on va en profondeur. Alors il y a les couches les plus superficielles, c'est l'épiderme, le derme, l'hypoderme, on va dire la couche cutanée, quoi, puis la graisse sous-cutanée. Puis après, on se rapproche des tissus plus profonds avec les aponévroses, les muscles, éventuellement les tendons, les nerfs, les articulations. Mais entre ces couches qui ont des spécificités, des spécialisations locales, hein, le muscle c'est quand même rouge, alors que la graisse c'est plutôt jaune, par exemple. Il y a une forme de spécialisation locale. Eh ben, il y a certes des endroits, des couches intermédiaires, mais qui ne sont pas complètement séparés. Il y a un tissu qui est un tissu de jonction. Alors, les histologistes appellent ça le tissu de soutien, mais qui fait la transition entre ces différents tissus. Et donc là, j'ai vu vraiment une dichotomie entre l'expérience que j'ai au bloc opératoire et un rapport à la connaissance qui est très perceptuel, très charnel, très expérientiel. Et puis, une façon de présenter les choses qui est aussi très pédagogique, très scientifique, avec des études, etc., qui permet de comprendre et d'avancer d'un point de vue scientifique pour comprendre comment les tissus s'organisent. Mais il y avait un truc qui était un peu irréconciliable entre les deux. Mais finalement, tout le matériau sur lequel tu as été formé avant d'avoir une expérience directe, ça venait d'une expérience aussi qui était celle de la personne qui a créé ce matériau, ou en tout cas... Tout à fait, tout à fait. Donc la connaissance a débuté par une expérience, même là, finalement. Tout à fait, ouais. Par exemple, les grands histologistes comme Ramon y Cajal ou des gens comme ça, effectivement, ils ont d'abord mis dans le microscope, mais je dirais quand même que, alors, il y a les anatomistes qui disséquaient, mais les histologistes, ils avaient une approche histologique, tu vois, c'est-à-dire monodisciplinaire. Et donc, les histologistes travaillent sur des coupes de tissus. Donc, ils n'ont pas le même rapport à l'organisme que celui du chirurgien. Ouais. Et pour poursuivre l'anecdote, si tu veux, là où ça m'a toujours habité, ça. Je prends ce fondement-là parce que ça m'a toujours habité. Je me dis, mais c'est pas possible. On nous dit des trucs à la fac et c'est pas pareil en vrai. Oui. Donc, j'ai essayé de le creuser, de le comprendre. Et c'est comme ça que je suis rentré en lien. J'ai cherché, j'ai creusé. Donc, on va rentrer parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et je pense qu'on est un peu pareil. Oui. Et je suis tombé sur Jean-Claude Guimberteau, qui lui a théorisé et réuni ces deux approches. Ok. Et c'était fascinant parce qu'il a travaillé avec des mathématiciens, avec des physiciens, avec des architectes aussi, auprès de qui il a récupéré des concepts comme par exemple la tenségrité. Et il a fait système. Lui, il a créé une théorie qui faisait système et qui réunissait ces deux approches par couche, mais aussi et surtout de continuité tissulaire. Il a écrit un article qui s'appelle Le retour des chirurgiens dans les sciences du vivant. Okay. Alors tu peux imaginer que ce titre tu vois, il fait vachement sens dans ma perspective, parce qu'on a le côté science du vivant, approche plutôt réductionniste, et puis ce côté chirurgien, quoi, où on est vraiment dans la matière, quasiment comme un plasticien au sens les artistes plasticiens, tu vois. Voilà. Donc tu vois, ça m'a toujours habité très tôt dans mes études, essayer de réunir des approches, des perspectives et des vécus qui sont apparemment très éloignés, mais qui pourtant parlent de la même chose, enfin, le corps humain en l'occurrence. Oui, tout à fait. Ok. Voilà, je sais pas si c'est clair, c'est un peu long, mais non, je comprends bien puis bon, ça fait comment dire, on parle souvent de fossé entre théorie et pratique, mais dans ce cas-là, c'est quand même une expérience super particulière. C'est pas juste un manque d'application de formules mathématiques ou de choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir dans la chair, et je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent expérimenter ça au quotidien. Effectivement, ouais. Alors, les mathématiciens se servent de phénomènes naturels pour aller vers des équations. D'ailleurs, il y a c'est Galilée, je crois, qui disait que le langage de la nature est écrit enfin, la langue de la nature, c'est les mathématiques. Enfin, la nature est écrite en langage mathématique. Je crois que c'est une histoire, c'est à peu près ça la formule consacrée, c'était à peu près ça. Donc, on s'inspire quand même toujours bien de la nature, de notre environnement, ce qui nous entoure.
Mais c'est vrai que là, il y a un côté très charnel, c'est nous, quoi, en fait. Oui. C'est vraiment nous, chacun d'entre nous, quoi. L'être humain, c'est vraiment chacun Tu d'entre peux nous. relier ça à finalement ce que tu vis dans ton corps, toi, au quotidien, tu comprends On a c'est un des vécu. implications différentes, quoi. Ouais. C'est pas disséquer une souris. Tout à fait. On a un vécu, tu vois. Ouais. On est tout de suite au Ouais. cœur de notre sujet. En fait, on est dans l'expérience, le vécu, ce que ça fait, ce que ça nous fait. Et, euh, je crois qu'il y a vraiment des racines de la perspective que je développe là sur tout ce qui est connaissable débute par une expérience. Euh, Il y a un mariage vraiment entre le livre et la pratique, et puis toutes nos études sont C'est un faites peu comme la ça. poule et l'œuf, finalement. C'est comment C'est tu un dis? peu la poule et l'œuf, quand même. Oui, Final. exactement, Ouais. exactement. C'est Il y a du une, feedback, il y a une circularité ouais, entre tout à les deux. fait. Tout à fait. Tout à fait. Euh, Dans ton parcours, toi, parce que dans ta perspective à toi, Oui. dans ce que tu proposes, sur ton LinkedIn, sur ton blog, il y a une approche systémique aussi. Oui, tout En à tout fait. cas, il y a une approche clairement des systèmes. Est-ce que tu peux nous parler de ça? D'où ça te vient? Qu'est-ce que tu aimes dans l'idée de penser en termes de système? Comment tu le différencierais de d'autres modes de pensée, peut-être? Comment je le différencie de d'autres modes de pensée? Moi, je viens du monde des startups où il y a plein de trucs qui pètent en permanence, où il y a des feux à éteindre tout le temps. Et en fait, ces problèmes-là, tu ne peux les résoudre que d'une seule façon, en mettant en place des systèmes durables, pérennes, résilients. Et en fait, quand on est dans le jus tout le temps, on n'arrive pas à penser en système. On fixe des trucs, on fait le 80-20, mais en fait, on fait jamais le truc qui va bien marcher de manière durable. Et ça m'a toujours beaucoup frustré. Donc, dès que j'ai un problème dans ma vie, je mets en place des systèmes, mais pour tout et n'importe quoi, pour gérer mes finances familiales, pour investir, pour la santé, pour tout ce que tu veux. J'ai des systèmes pour cuisiner, tout. Parce que sinon, ça tient pas sur la durée, c'est insupportable et on refait le travail 20 fois. C'est sous-efficient et j'aime bien l'efficience. Euh, du coup, sur mon LinkedIn, sur mon blog, je partage un peu ça parce que je pense que la connaissance, on peut l'acquérir de manière très profonde par des systèmes d'apprentissage. Et du coup, chaque année, ça fait un petit moment déjà que je fais ça, j'explore un sujet donné en profondeur et ça peut être des sujets variés. Pendant un an, j'ai fait beaucoup de cuisine, j'ai fait plein de choses, mais je m'intéressais encore une fois au système, les trucs très high level de comment est-ce que les saveurs s'associent, c'est quoi les ratios pour, par exemple, on peut créer je sais pas, des pancakes avec un ratio de solide, liquide, enfin, ouais, c'est vrai, c'est fou. Non, mais Et on peut ça me fait utiliser, penser à plein de trucs, mais je vais rebondir. C'est au lieu excellent. de farine, tu peux remplacer par de la poudre de lentilles, tu peux remplacer ça par quasiment n'importe quel truc qui se moue, quoi. Tu peux grinder des cornflakes et du liquide qui pourrait être du lait, de l'eau, enfin n'importe quoi en fait. Du jus de cerise, je sais pas. Du vin peut-être. Tu l'as jamais essayé? Non, mais bon, c'est voilà. Et du coup, cette année, j'ai décidé d'explorer l'IA parce que je pense que maintenant on est tous un peu obligés de le faire. Ouais, et tu nous rends bien service, d'ailleurs. Voilà, et ça, je trouvais ça super intéressant de voir comment on pouvait avoir cette approche-là, sachant que, en particulier dans le cadre de l'IA, aller en profondeur, c'est très difficile parce que les fondamentaux du domaine changent tout le temps. Et on est sur un peu cette masse critique au-delà de laquelle il y a un tel flux de connaissances que même, en tout cas, à ma connaissance, les gens qui passent beaucoup de temps, voire même leur journée à lire les papiers sur l'IA, à faire de la recherche là-dessus, ils disent eux-mêmes qu'ils ont du mal à suivre tout ce qui se passe, quoi, de manière très pointue. Donc voilà, il faut réussir à naviguer cet océan d'incertitude et à être un petit peu en pratique là-dessus avec des vraies expériences et pas simplement dire de la théorie. Le tout, en plus d'avoir des jobs, des trucs. Surtout que, moi je suis pas spécialiste de l'IA, hein. Comme je disais, tout ça là, tout ce dont on discute, c'est un peu une side quest. Oui. Et il y a cette notion de boîte noire. Oui. Donc en fait, même quand on essaye de comprendre, on sait pas très bien ce qui se passe. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, déjà, il y a quelques boîtes qui commencent à développer. Par exemple, je vais donner un exemple très concret. On peut générer des images avec l'IA. Je pense que la plupart des gens commencent à le savoir, puisqu'on voit des images comme ça partout. Maintenant, il commence à y avoir du travail qui est effectué pour que, à différentes étapes de la génération de l'image, l'algo nous donne, le modèle nous donne une représentation visuelle de sa compréhension abstraite de ce qu'on lui demande de générer. Donc ça permet de montrer par étapes un peu comment il raisonne, et il y a beaucoup de travail qui est effectué pour que ce ne soit plus une boîte noire justement, et c'est c'est en partie pour améliorer le fonctionnement du modèle, mais aussi pour limiter les risques existentiels. Les risques existentiels, pour faire une petite parenthèse là-dessus, c'est pas vraiment d'avoir un modèle qui va vouloir détruire l'humanité, mais il y a plusieurs trucs. Il y a le rule beating, comme on dit, qui est on donne un objectif au modèle, par exemple dans un monde post-apocalyptique, ce serait sauver la planète, et le modèle se dit mais l'être humain pollue,
Mais s'il n'y a plus d'êtres humains, il n'y a plus de pollution. Ouais. Et j'ai une idée. On va supprimer l'être humain. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'elle a aucune, enfin, elle a aucune conscience morale là-dessus. Elle va juste au bout de sa tâche, quoi. Mais du coup, si on dit au modèle, passe du point A, sauver la planète, au point B, ben, résultat, la planète est sauvée, ben, on a besoin de savoir ce qu'il pense entre temps. Et c'est là que tu as toute l'importance de comprendre un peu c'est quoi le thought process en plein milieu. Et on y arrive, ça. Alors, techniquement, on y arrive. On commence. Ouais. Après, bah voilà, c'est toujours un petit peu compliqué et on n'en est pas du tout là parce qu'il faudrait que l'algo ait accès à des milliards de ressources pour faire un truc horrible. Il y a ça. Après, les autres risques qui sont plus terre à terre, on peut avoir les algorithmes biaisés. Notamment, bah, il y avait une époque avec, je crois que c'était un truc de Google qui avait sorti un algorithme raciste qui comparait les personnes de couleur noire à des gorilles. Et bon, bah, ça fait un petit scandale quand même, hein, à juste titre. Voilà, il y a ce genre de risque, quoi. Plus, voilà. Et après, quels sont les autres risques? Il va y avoir la perte de sens. Si par exemple, il y a beaucoup de personnes enfin, ce sera le cas, hein, il y a beaucoup de métiers qui vont être remplacés par l'IA, à horizon 5, 10 ans, peut-être moins même. Si on rentre dans une ère d'abondance, où on a, je sais pas, un revenu universel, où on arrive à produire plus de valeur qu'il n'y a d'humains nécessaires pour créer cette valeur, il y a des gens qui n'auront plus de job. Et en vrai, je pense que sans job, on a une petite perte de sens quand même. Il y a des gens qui sont plus trop... Tu penses vraiment, alors je te challenge un peu, mais tu penses vraiment que l'IA va remplacer complètement des jobs? Je pense qu'on peut rentrer dans... En fait, l'IA, ce qu'on voit pas très bien aujourd'hui, c'est que déjà la robotique fait des progrès énormes qu'on voit pas beaucoup aujourd'hui parce que c'est... On a de gros progrès théoriques, mais on n'en est pas encore au stade où on va tous avoir un truc chez soi. Enfin, c'est cher, quoi. Ouais. D'ailleurs, l'IA, c'est cher de manière générale. Oui. La ressource, bon, ça pollue, c'est cher, voilà. Mais oui, moi je pense que la plupart des jobs, déjà, le labeur manuel, il va finir par être automatisé à moyen terme en tout cas, disons. Donc là, tu parles à la fois de la robotique, Oui. à la fois de l'intelligence artificielle un peu en général, et à la fois de l'automatisation. Oui, mais la robotique, ça va assez loin. Enfin, de ma compréhension du truc, la grosse difficulté sur la robotique, c'est l'entraînement des modèles, parce qu'il faut beaucoup de data très complexes pour entraîner un robot. Ouais. Et du coup, le challenge aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est vraiment de réussir à avoir cette quantité de données dans un robot. Du coup, c'est embarqué, c'est un système qui est dans un robot, quoi. C'est pas un système dans un serveur et tout. Donc une quantité de data énorme pour entraîner ces robots. Donc il faut optimiser, machin. Mais je pense que technologiquement, c'est un truc qu'on n'est pas très loin de savoir faire, quoi, pour accomplir plein de tâches au quotidien. Tu penses quoi du projet là? Tu sais, j'avais fait un post là-dessus sur le projet d'Elon Musk. Enfin, moi, c'est ma lecture du truc, de non spécialiste, mais il a mis en place différentes sociétés qui rentrent en synergie, et notamment Optimus, enfin son robot Optimus. Oui, ça j'ai vu ça. Oui. Grok 3. Mhm. Je reviens un peu au concept de corporéité, etc. Pour moi, la réunion d'une forme de corporéité, même si c'est pas du vivant au sens biologique, c'est-à-dire carbone, hydrogène, oxygène et azote. Ça va être du silicium, etc. Mais disons que c'est un corps, une forme de corps, et on va dire une forme d'esprit. Je fais exprès de refaire la dichotomie, c'est pour la compréhension, qui serait un LLM ou enfin en tout cas une forme d'intelligence artificielle qui permettrait donc du coup de réunir les deux et qui permettrait à ces modèles d'intelligence artificielle d'avoir un rapport de causalité avec le monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Je suis un enfant. Comment j'apprends? Je fais une action sur le monde. Mon action, enfin, j'ai un comportement sur le monde. Ce comportement induit une action sur le monde et je me rends compte, j'ai un retour de cette action parce que je vois que le monde qui m'entoure change de conformation. Je sais pas, par exemple, je coupe un morceau de pain. Bon, bah, c'est moi qui a été la cause de passer de l'état baguette entière à 2 morceaux. Et donc, je me rends compte que j'ai une action sur le monde. Pour avoir ce rapport de causalité sur le monde, il faut à la fois, il faut un médiateur qui soit enfin, le corps et le programme pour, on va dire, activer ce corps qui soit réuni dans une même unité de temps et de lieu. Tu vois ce que je veux dire? Pour que le rapport de causalité se produise. Et j'ai l'impression que quand on réunit un robot et une forme d'intelligence artificielle suffisamment complexe, on pourrait
recréer ce rapport de causalité et l'intelligence artificielle pourrait apprendre justement de ce rapport de causalité. En gros, elle produit quelque chose, ça a un effet, elle s'en rend compte, et donc on rentre dans une forme de nouvelle espèce Oui. beaucoup plus Enfin, fort que... c'est déjà un peu comme ça que pas mal de robots sont entraînés. J'avais vu des articles là-dessus, Ouais, comme quoi tu vas avoir des capteurs, des machins pour entraîner le robot à faire un geste, comme par exemple couper quelque chose, ouais, dans un environnement très balisé, qui est toujours le même, et ensuite tu changes un peu l'environnement. Par exemple, tu changes la taille du couteau, tu changes ouais, l'objet à couper, machin, ouais, et du coup il va comprendre que ça marche pas très bien, et c'est comme ça qu'il apprend à faire le truc correctement. d'accord. Après voilà, faut voir la définition de robot aussi. Enfin, ça reste un programme informatique. Techniquement, une machine à café, c'est un robot, quoi. Oui, 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 de ce point de vue-là, oui, oui. Et il y a une causalité dans le sens, j'appuie sur le bouton et j'ai un café. Ah, oui, mais alors, oui, mais sauf que c'est toi qui, l'intention, elle vient de toi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une forme d'intentionnalité qui vient de toi et le robot, c'est compliqué à expliquer. Ok, mais si t'as un robot dans de la domotique et tout qui Ouais. détecte, ah, Xavier s'est levé, je déclenche la machine à café. L'attention, elle vient de qui, là? Bah, donc ouais, c'est vrai qu'elle est programmée. Elle est programmée. Ouais, tout à fait. Après, si on part du principe que l'intention émane toujours du concepteur en premier lieu, le grand fondateur avec sa barbe blanche, dans ce cas-là, oui, ça émane toujours de l'être humain. Ouais. Ouais. Quand tu parlais de la cuisine et tout, je rebondis là-dessus parce que quand ça m'a brûlé les lèvres, je voulais te laisser finir, mais j'ai vraiment eu l'impression que tu raisonnes de la manière suivante, c'est-à-dire que tu repasses par ce qu'on appelle les principes premiers. Oui, totalement. Ça te parle, ça? Oui, bien sûr. J'adore. Vas-y, parle-nous-en, parce que je trouve que c'est ça qui est plutôt rare et qui est porteur de retentissement, de synergie, en fait, entre différentes disciplines. Tu vois, tu vas retrouver des principes premiers dans la confection d'une recette, Oui. mais finalement, ça va te faire déboucher sur des concepts de chimie, tout bêtement, tu Bah, vois. oui, mais Tu oui. vois, et ça se répond tout de suite. Non, mais par exemple, déjà en cuisine, ce qui est terrible, c'est quand on se base uniquement sur des recettes pour faire des choses. Parce qu'en fait, tu te retrouves à. En fait, Ouais, t'as pas les bons ingrédients, tu ne peux pas cuisiner. ouais. T'as jamais Euh, vraiment parfaitement. Par contre, si t'as étudié, enfin, si tu comprends la réaction de Maillard, si tu comprends l'impact du sel sur les aliments, sur les différents modes de cuisson, quand tu fais griller quelque chose, enfin, toutes ces choses-là, aussi, comment est-ce que, gustativement, ça te fait sentir un goût bon, quoi. Comment est-ce que le Ouais. gras rentre en ligne de compte. Tu peux cuisiner n'importe quoi avec presque que dalle, quoi. Ce qui est assez incroyable. Ouais. Mais la cuisine, c'est un art immémorial, tandis que l'IA, comme les fondements sont bousculés en permanence avec de nouvelles découvertes et tout, c'est beaucoup plus dur de se baser sur les principes premiers, donc l'exploration est super difficile, et moi, de mon expérience avec l'IA, que j'explore beaucoup en ce moment, c'est que j'étudie les fondements, donc j'ai reproduit il y a pas très longtemps un algorithme pour, j'ai entraîné un modèle pour produire des prédictions sur les notes de film et tout, mais c'est très très dur de corréler ce genre de trucs, les fondements de l'IA, les réseaux de neurones, les algorithmes génétiques et tout, à une utilisation dans la vraie vie qui, aujourd'hui, pour la plupart des gens, dont moi, c'est plutôt du prompting, des automatisations et des choses comme ça. Et les deux sont tellement éloignés, en fait, que... En gros, si on fait, parce que toi, c'est peut-être très clair pour toi, mais si tu devais résumer un peu les différentes strates de ce qu'on appelle l'IA, tu vois, entre machine learning, deep learning, LLM, comment tu l'expliquerais ça? Bah, de manière très simple, le machine learning, c'est une machine qui va apprendre à partir de gros jeux de données. Donc, alors, gros jeux de données, c'est vraiment des très gros jeux de données, bien sûr. Ouais. Et après, il y a plein de techniques d'apprentissage. Donc, pour en citer quelques-uns, il va y avoir les réseaux de neurones qui... je vais essayer de le simplifier de manière très vulgarisée, mais tu vas avoir un point d'entrée, et à chaque fois, c'est du oui-non, mais sur des réseaux de neurones extrêmement complexes, Ouais. Des couches. pour arriver à un output. Exactement. Et le milieu est un peu une boîte noire. Donc voilà, donc par exemple, sur un jeu de données très grand, je réfléchis à un bon exemple, mais tu vas avoir... si tu donnes un jeu de données où tous les hommes font 1m80 et toutes les femmes font 1m75, bah, si tu demandes au jeu de données de prévoir la taille d'une femme juste en fonction de son genre, il va te dire 1m75. Voilà, c'est un petit peu ça le truc. Voilà, à partir d'un réseau de neurones où il va réfléchir avec différents poids et tout. Et donc l'entrée sera le genre et la sortie sera la taille. Et bon, bien sûr, il y a plein d'autres paramètres, ça pourrait être le prénom, et du coup, ça pourrait être un truc très biaisant finalement, puisque le prénom n'a rien à voir avec la taille, Ouais. enfin, sauf si tu le mets après la naissance. Voilà, on s'égare. Ensuite, il va y avoir les algorithmes génétiques, où tu vas avoir des différentes générations d'itérations, où le modèle va apprendre en fonction et essayer d'améliorer le truc au fur et à mesure.
Et par exemple, un exemple super sur les algorithmes génétiques, vous pouvez trouver ça sur Internet super facilement, ça va être quand tu vas apprendre à un modèle à marcher. Alors tu prends un personnage articulé, tu vois, avec toutes les lois physiques qui sont bien mises correctement dans ton truc, et en fait au départ il va juste avoir les membres qui vont partir en cacahuète, il va tomber comme une quiche, voilà. Et petit à petit, tu vas itérer là-dessus, tu vas lui apprendre, et il va commencer à peut-être essayer de ramper, puis commencer à marcher, ainsi de suite. Et ce qui est génial, c'est qu'ensuite, si tu changes les paramètres du modèle, il va être capable de s'adapter très facilement. Par exemple, si tu dis la gravité est différente, ou si tu dis en fait t'es une araignée, t'as 8 pattes, en fait il a appris un peu les règles du jeu, et il peut s'adapter. Ça c'est assez intéressant. Tu as aussi le reinforcement learning, c'est un système de reward et punishment, Ouais. ce qu'on fait avec un chien par exemple. Ouais. Ouais. Voilà, donc C'est pavlovien un peu. tout à fait. Ouais. Tu récompenses les bons comportements et tu punis les mauvais, enfin le mauvais résultat. Mais en même temps, un des challenges, c'est de garder un objectif high level assez clair pour la machine. Par exemple, dans un jeu vidéo où le but c'est de pas mourir, enfin, non, tu ne veux pas mourir. Le but du jeu c'est d'arriver au bout d'un parcours, mais tu ne veux pas mourir. Ton modèle pourrait se dire, bah, j'ai une solution super pour pas mourir, je ne bouge pas de la case départ. Ouais. Oui, sauf que tu ne vas pas gagner de points, donc c'est mauvais. Donc tu dois avoir ce mix entre micro, je vais faire la meilleure action à l'instant T pour me rapprocher de l'objectif, mais aussi le board state, l'état du monde quoi dans lequel tu évolues. Est-ce que je me suis rapproché d'un état souhaitable? Et ça, c'est super intéressant pour, par exemple, l'exemple de l'écologie de tout à l'heure. Si je tue tous les êtres humains pour qu'il n'y ait plus de problème de planète, le board state est dégueulasse puisqu'il n'y a plus d'êtres humains. Donc finalement, ce n'est pas un état souhaitable, donc on ne le fait pas. Donc je veux trouver une excellente action, mais qui préserve l'état long terme du board state quoi. Voilà, c'est un peu des exemples. Et pour les LLM, ce sont c'est des large language models. En fait, on lui donne beaucoup de jeux de données, en gros quasiment l'intégralité de ce qui existe écrit sur Internet, et on dit à ton modèle, le but, c'est que tu prédises le prochain mot le plus satisfaisant Ouais. pour l'utilisateur. Mm. Et c'est là qu'on arrive sur le truc des biais, où par exemple, si tu lui donnes comme données uniquement des corpus de texte très très ethnocentrés ou hétérocentrés ou très occidentaux quoi, bah en fait tu te retrouves avec une IA qui va avoir tous les biais et en fait c'est un reflet parfait des biais de société. Si tu donnes des corpus de texte qui datent des années 1800 à un modèle et que tu le formes juste là-dessus, oh bah tu vas avoir un modèle super sexiste, super raciste, super tout ce que tu veux. Aujourd'hui les modèles le sont moins. Si tu donnes à un modèle des corpus de texte qui viennent d'une dictature, par exemple, bah, tu vas avoir un modèle qui est plutôt pro-dictature quoi, et ainsi de suite. Donc c'est un peu ouais. Ok. Voilà. Et la différence entre machine learning et deep learning? Du coup, le machine learning, c'est un terme plus large qui englobe divers types d'algorithmes d'apprentissage, tandis que le deep learning, c'est une sorte de sous-catégorie du machine learning, et c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure sur les réseaux de neurones, que j'avais un peu simplifié. Mais oui, c'est ça, le deep learning, voilà. Ok. On voulait parler on avait mis la question de nouvelles formes d'esprit. En gros, est-ce que l'intelligence artificielle, terme un peu général, peut nous faire aller vers une nouvelle forme d'esprit? Je la trouve bancale cette question, notamment parce que l'esprit, c'est quoi? Déjà, définir l'esprit, c'est une problématique qui nous occupe depuis avant l'arrivée de l'IA. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est quoi pour toi? Il t'évoque quoi ce mot? L'esprit, il m'évoque un petit peu il m'évoque un petit peu la structure égotique. Mais en vrai, je trouve qu'en Occident en particulier, l'esprit est très corrélé à la spiritualité et je pense qu'on est très mauvais enfin, pour apprendre et comprendre la spiritualité. Enfin, je parle pour moi en tout cas. C'est quelque chose que j'ai du mal à appréhender. Euh, je sais pas, je suis pas sûr d'avoir une très bonne réponse à cette question. T'as une bonne réponse à cette question, toi? Alors, une bonne réponse, je sais pas, mais j'ai quelques éléments. Moi, dans mon parcours, culturellement, je veux dire, j'ai un lien avec le christianisme. J'ai passé je suis communié, puis après, je suis pas allé bien au-delà. Et tu sais, dans la religion chrétienne, on parle de l'Esprit Saint, par exemple. Oui, moi aussi j'ai le même. Ouais. Voilà, Ouais. on est tous un peu baignés. Enfin, en France, Oui. il y a une partie significative Oui. des gens, faut être prudent, mais voilà. Et donc, je pense qu'il y a une partie du mot qui me vient de là.
Donc l'Esprit Saint en latin c'est Spiritus Sancti. Et donc il y a cette notion de spiritus, tu vois. Donc Oui. ça fait le lien avec ce que tu disais avec le côté spirituel. Mhm. Première chose. Deuxième chose, il y a dans esprit la racine aussi spirare. Oui. Et spirare, ça veut dire le souffle. Ok. Donc c'est assez intéressant de dire que de voir que pour ce même mot, pour ce même mot final, il y a des racines qui sont quand même assez différentes, des concepts qui sont assez différents. Euh, Comment dire, l'esprit, ça peut nous faire évoquer au début ce qui est plus de l'ordre du mental. On rejoint ces problématiques plutôt de cognition, tu vois. Oui, ça me parle. Oui, oui, oui. Souvent, on dit, je sais pas, faire de l'esprit, par exemple, Un dans trait l'expression, d'esprit, oui. un trait d'esprit, c'est une certaine forme d'intelligence, Mhm. quelque part. Donc, on va rejoindre plus une partie cognition, intelligence, alors qu'il y a aussi quelque chose de beaucoup plus spirituel qui est plus en lien aussi avec le souffle. Du coup, moi, je dirais que l'esprit, enfin, en tout cas, ce que ça m'évoque, c'est plus quelque chose qui est de l'ordre du souffle de la connaissance. Tu vois? C'est ce qui inspire. C'est quelque chose Ouais. qui a plus trait à la créativité, à l'inspiration, plutôt qu'à la partie très analytique. Ok. Tu vois, dans ce que je retiendrai du mot. Euh, ouais, je trouve que c'est pas mal de le dire comme ça. C'est beaucoup plus large que juste. En plus, maintenant, on a quand même pas mal avancé. Enfin, on est au début, mais il y a quand même des études sur les neurosciences avec de l'imagerie fonctionnelle cérébrale. Et donc, je dirais que l'esprit, c'est quelque chose qui m'évoque quelque chose de différent du calcul, quoi, tu vois, de la prédiction et de la cognition, tu vois. Oui, tout à fait. Oui, Voilà, c'est quelque oui, chose oui. de plus profond, de plus spirituel. Mais c'est peut-être ce que je te dis, c'est peut-être juste une vue de l'esprit. Peut-être que, sans mauvais jeu de mots, mais tu vois, donc, parce que la question qui est sous-jacente, c'est est-ce qu'une machine, par exemple, peut avoir de l'esprit? Le truc, c'est que moi, le mot esprit, à défaut de pouvoir le définir très clairement, il m'évoque d'autres mots associés comme âme, spiritualité, euh, enfin, des trucs assez intangibles et assez durs à définir aussi, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Mais tu vois, on retombe un peu sur cette problématique de. Il y avait un truc que j'ai trouvé très intéressant là, sur la chaîne de Monsieur Phi. Enfin, il y a aussi la chaîne du zététicien, j'ai perdu son nom, mais qui avait proposé un débat entre Monsieur Phi et Raphaël Enthoven. Ok. Et en gros, ils opposaient deux visions. L'une, d'ailleurs, plutôt moniste et plutôt cognitiviste, qui était celle de Monsieur Phi. Et puis une autre qui était, alors il avait que ce mot à la bouche, Raphaël Enthoven, c'était bergsonienne, tu vois, Oui. avec ce concept du je ne sais quoi, et que je trouve finalement pas si loin du vitalisme, Oui. et qui moi me pose problème. Parce que alors autant je trouve que le réductionnisme à tout craint, si tu veux, essayer de comprendre les plus petites parties d'un tout, bah, ça pose certains problèmes, notamment en lien avec des phénomènes comme l'émergence, tu vois, entre deux niveaux de complexité différents. Il y a des phénomènes qu'on a identifiés même mathématiquement, qui sont des phénomènes d'émergence. Euh, pour autant, je trouve que l'écart qu'il y a entre ce qu'on observe et ce qu'on comprend, les mécanismes qu'il y a derrière, en fait, ça se réduit toujours, si tu veux. Ça se réduit toujours. C'est-à-dire que le comment dire ça, on met de l'esprit, on met de l'âme, on met du vitalisme là où on n'a encore pas très bien compris ce qui se passe. Oui. Voilà, tu vois, pour le résumer, voilà, en une phrase, à la limite, ce serait ça. Et en fait, la part d'esprit, la part d'âme, la part de vitalisme, bah, ne cesse de se réduire. Alors, il y a une asymptote, hein, je pense qu'on on comprendra évidemment jamais tout, mais tu vois, ça se réduit, il y a ça fond en fait, hein, ça a tendance à fondre. Et donc, je pense que fondamentalement, les approches comme ça, vitalistes, sont dépassées. Pour conclure un peu, tu vois. Donc, l'esprit, finalement, c'est quelque chose qui nous reste, c'est quelque chose qui est de l'ordre du vestige,
Mais notamment avec l'intelligence artificielle, je suis pas complètement opposé au fait que les machines pourront avoir un fonctionnement qui leur est propre et je vois pas pourquoi on le différencierait tellement. Alors c'est pas du tout le cas actuellement, j'y reviendrai après, mais Oui. de l'esprit, si tu veux. Je trouve ça très dur aujourd'hui de dire telle ou telle chose n'existera pas ever, quoi. C'est très prétentieux de la part d'un être humain de dire ça. Vraiment. Enfin, en fait, il faut accepter qu'on est. Je veux dire, il y a 100 ans, même 100 ou 200 ans, je pense que tous les parents étaient capables d'avoir une idée assez précise de ce que leurs enfants feraient comme métier, quelle serait leur Ouais. vie. Là, aujourd'hui, même moi, dans 20 ans, je sais pas à quoi ressemblera le monde. Je sais encore moins à quoi ressemblera le monde de ma fille. Je parlais juste du mot esprit, Oui, hein, oui, et oui. de ce courant vitaliste dans lequel je mets un peu l'esprit. Je parlais juste de ça. Alors, je parle pas du monde. Mais c'est englobé dedans, c'est englobé dedans au final. Je dis que ça se réduit, tu vois. Oui. Je dis pas que, évidemment, on a une compréhension certainement très limitée des choses. Néanmoins, il y a eu quand même des. Il faudrait que je te trouve des exemples. Je vais le prendre dans l'autre sens. Euh, en science, on dit que quelque chose est vrai tant qu'on n'a pas eu au moins un exemple qui le réfute. Ça, c'est le principe de réfutabilité. L'astrologie, donc c'est vrai. Alors, avec des ondes falsifiables, c'est-à-dire qu'à condition qu'on puisse effectivement créer des conditions expérimentales pour le vérifier. Ok. Donc, l'astrologie, ça s'y prête pas bien. Je sais pas, c'est un exemple. Non, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et par exemple, tu vois, la théorie de la mécanique classique newtonienne, elle a été vraie tant qu'on n'a pas mise en défaut ou suffisamment mise en défaut. Et mais puis c'est le changement de paradigme de Thomas Kuhn. Voilà, c'est le changement de paradigme. Ouais. Et je trouve qu'il y a une tendance à ce que certains concepts comme le dualisme, comme le vitalisme, évidemment qu'il y a des poches de résistance et il y a des endroits où on met encore du vitalisme, etc. Mais elle a tendance à se réduire. On est à l'approche d'un changement de paradigme là. Enfin, probablement plusieurs changements de paradigme. Ouais. En réalité, ouais. Voilà, mais c'est peut-être. Pourquoi ça t'a fait tiquer un peu, non? Ça t'a. Tu dis c'est prétentieux. Le mot non, de manière générale, je trouve ça prétentieux. J'entends beaucoup. Enfin, je parle à beaucoup de gens qui disent ah ben on pourra jamais faire ça avec l'IA, ou on pourra jamais faire ça avec la technologie ou des trucs comme ça. En fait, ou tu vois, même sur la longévité, par exemple, de se dire ah on pourra jamais dépasser les X. En fait, c'est prétentieux dans le sens où on sait pas qu'on sait pas, et on sait pas jusqu'où ça ira, et on sait pas à quelle vitesse ça va se développer. Voilà, la technologie c'est exponentiel, mais en fait il faut pas oublier qu'il y a 100 ans, la plupart des choses qu'on a aujourd'hui et qu'on considère comme acquises dans notre quotidien, 99% des gens sur la planète auraient dit que c'était impossible, quoi. T'imagines au Moyen-Âge, les types, tu leur dis un jour, en fait, tu vas te laver les mains avec du savon, ça va tuer les petits organismes vivants qui sont sur tes mains et tu seras plus malade. C'est fou, quoi. Pour autant, le fait. Alors, j'ai longtemps été un peu comme ce que tu dis là. Ouais. Le côté. Ça me gênait d'être affirmatif. Okay. Tu vois, de dire on pourra jamais, ou alors, même de manière positive, de dire les choses sont de telle manière. Et j'ai entendu un coup une conférence d'Étienne Klein qui parlait de l'atome, et il disait que les choses qui n'existent pas peuvent être particulièrement utiles. Alors, c'est pas exactement la phrase qu'il a employée, mais en substance, c'est ce qu'il veut dire. En parlant justement du mot atome. Tu sais que l'atome, ça veut dire A privatif, tome, ça veut dire tomie, enfin nous en chirurgie on n'a pas le mot tomie, ça veut dire couper, partager. Donc l'atome, c'est étymologiquement, c'est ce qui n'est pas partageable, c'est ce qui est insécable, ce qu'on peut pas couper en deux. Or, on sait très bien qu'aujourd'hui, l'atome, tel qu'on le connaît, tel qu'on l'a étudié dans les collisionneurs de particules, etc., il est loin d'être insécable. On sait très bien que dedans, il y a aujourd'hui, c'est acquis, c'est vérifié,
qu'il y a des plus petits éléments que l'atome lui-même qui le constituent. Oui. Donc les Grecs avaient tort. Oui. Tu vois, et ça a été expérimentalement soumis à l'épreuve, quoi, et vérifié. Pour autant, le fait qu'ils aient émis l'idée même et trouvé le mot pour conceptualiser la chose, le mot d'atome, ben, ça a été le point de départ de finalement, point de départ assez ancien, mais ça a été le point de départ d'une recherche sur l'atome, et qui l'a aujourd'hui complètement dépassé, englobé. Oui. Mais le fait même de l'avoir énoncé a permis de donner la possibilité de le dépasser. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est un peu comme les apnéistes aussi. Il y a une barrière de profondeur, on dit, de toute façon, et pareil, il y a eu le même débat, mais il y a plein de secteurs où il y a ce débat-là. Oui. Il y a une limite théorique, on dit, il y a même des scientifiques qui disent que, en fonction de l'oxygénation des tissus, etc., on ne pourra pas dépasser, je sais pas, moi, les 100 mètres, les 150 mètres, je sais pas quel est le record du monde d'ailleurs. Et puis en fait, un jour, il y a un mec qui arrive, quoi. Ça, c'est le biais de confirmation, quoi. Ouais, mais tu vois, Oui. mais pour autant, le fait d'avoir dit on ne pourra jamais faire, on ne pourra jamais dépasser, a permis à un mec de se dire, tu vois, à donner, tu vois. Alors évidemment, quand c'est des trucs hyper trop loin, trop invraisemblables ou trop des objectifs trop forts, tu vois. Évidemment que là, bon, ça paraît déjà plus cohérent. Effectivement, quand il y a des profondeurs telles que on peut pas, en apnée, on peut pas dépasser certaines profondeurs. Il y a des régimes de pression qui sont insurmontables, tu vois, pour l'organisme. Ça, c'est le truc de first principles où tu remontes au principe premier, où tu te dis qu'est-ce qui est mécaniquement possible ou pas, quoi. Ouais. Mais donc, tu vois, il y a quand même bien des choses où il y a une limite intrinsèque. Oui, bien sûr. Oui. C'est... Oui, mais mais... l'augmentation, ouais. Alors, on voulait parler de l'augmentation. Ah oui, tiens. Il y avait une question sur l'augmentation. Oui. Qu'est-ce qu'on en pense de l'augmentation? Donc là, on parle de l'augmentation de l'être humain, des technologies qui permettent de l'augmenter. On se rapproche pas loin du transhumanisme. Oui, complètement. T'en penses quoi, toi, de tout ça? Alors, à la fois en termes de possibilités, qu'est-ce qu'il est possible ou pas d'augmenter, dans quelles limites, et puis en termes éthiques. En termes éthiques... Tu veux pas commencer par l'autre? Les possibilités, c'est une très bonne question. Franchement, je veux dire, on est sur de la SF, là. Hein. Ouais, ou de la prospective. Oui. Non, mais tu vois, on n'est pas... Enfin, on peut se mouiller un peu. Je sais pas, prenons par exemple, comme on était sur la cognition, à quel point on peut augmenter artificiellement notre cognition. Enfin, à quel point on peut, grâce à la technique et à la technologie, à l'intelligence artificielle, à des supports de mémoire, quels qu'ils soient, à des supports de calcul, à quel point on peut augmenter notre cognition. Est-ce qu'avoir un second cerveau et avoir un ordinateur, c'est pas augmenter notre cognition? Si, non, mais du coup, je sais pas dans quelle proportion, comment tu vois le truc? Moi, je trouve que... Enfin, je pense qu'on est déjà augmenté techniquement par la technologie, en fait, à plein d'égards, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite à ça, dans le sens où, avec la technologie, tu peux faire plein de choses. Maintenant, moi, je trouve que la grande valeur, en tout cas, pour rester sur le champ de l'IA, je pense que sans intelligence artificielle, avec juste de la technologie, des notes, des livres, des choses comme ça, je peux rechercher beaucoup de concepts très intéressants, je peux me poser beaucoup de bonnes questions et avoir beaucoup d'idées que je pense profondes et intéressantes. Mais du coup, moi je pense qu'en tout cas, en termes de cognition, l'augmentation qui vient de l'IA, en tout cas aujourd'hui, c'est plutôt parce qu'on utilise beaucoup l'IA pour poser des questions de recherche, quoi, en fait, sur ce sur quoi on s'interroge. Quand on pousse un peu, on l'utilise pour obtenir des outputs basés sur nos inputs. Puis quand on pousse encore plus, on peut par exemple demander à l'IA de repérer des gaps dans notre réflexion, nos biais, de générer des idées qui nous seraient inaccessibles naturellement. On peut demander à l'IA des trucs assez fous, sur des modèles conversationnels, quoi. Et je pense que ça, c'est déjà une augmentation énorme. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. On peut même demander à l'IA d'auto-itérer, d'essayer de nouveaux modèles mentaux qui ne sont pas, on va dire, répertoriés, d'inventer de nouveaux modèles mentaux. On peut avoir des changements de paradigme assez fous avec l'IA. Donc voilà, il y a cette partie-là de cognition, et après il y a la partie physique, où là c'est peut-être toi qui as une idée de ce qu'il est possible de faire ou pas, quoi. Enfin, de ce qui sera possible de faire ou pas. Comment? De ce qui sera possible de faire ou pas, plutôt. Ouais.
Je suis pas sûr d'avoir une idée. Je suis pas sûr d'avoir une idée. Euh, Tu vois le concept de longevity bit, est-ce que c'est velocity? alors non, j'ai pas ça. C'est le truc où t'as un peu ce truc de se dire, si on augmente notre espérance de vie, bon alors chose qui s'est quand même beaucoup faite au cours des Ouais, ouais, derniers ouais. siècles, hein, C'est ça qu'elle stagne là, hein. Elle stagne, voire elle recule, hein, dans certains pays occidentaux développés, dits développés. dans un monde où on augmente notre espérance de vie, disons sur le long terme progressivement, ben on vira peut-être assez vieux pour bénéficier de nouveaux progrès qui font qu'à Ah la fin oui, on meurt plus quoi. oui, je vois l'idée. Ouais, ouais. Voilà, c'est un peu ce concept quoi. Il y a un bouquin d'un des enseignants que j'avais eu en sciences humaines et sociales quand j'étais en première année de médecine qui s'appelle Jérôme Goffet, l'auteur. Et le titre du livre, c'est Naissance de l'anthropotechnie. Ok. C'est intéressant parce qu'il bon, il a un prisme un peu médical évidemment dans le bouquin, mais voilà, il explique un peu ce qu'il est possible de faire et puis aussi les injonctions éthiques qu'il y a derrière, ce qui est souhaitable. Tu vois. Et donc moi, pour répondre un peu sur la question qu'est-ce qui est possible de faire, alors je vais répondre, mais je vais répondre un peu à côté. Ok. Ouais, non, mais je préfère te le dire d'emblée. Dans ma pratique, je n'ai pas affaire à de l'augmentation de l'être humain dans ma pratique. Oui. Ok. Je réponds à des problématiques, je réponds à des plaintes et à des symptômes. C'est-à-dire que j'ai des gens qui viennent me voir parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont perdu ou quelque chose qui s'est diminué. Par exemple, la force, par exemple, les amplitudes articulaires, par exemple, je sais pas, de l'endurance. Mhm. Et puis, ils ont des symptômes comme des plaintes, tu vois, comme par exemple la douleur. En gros, c'est ça qui m'arrive à la consultation, tu vois. Le plus. C'est ça qui m'arrive à la consultation. Les gens viennent me voir pour ce type de raison-là. Oui. Soit ça s'est passé de manière aiguë, ils ont un traumatisme, ils ont un membre cassé, ils peuvent plus marcher, tu vois. Ça... Oui, mais dans la pratique chirurgicale plus large, bah, par exemple. Mais alors, attends, du coup, Ouais. moi, je suis habitué à répondre à la question. J'ai une certaine idée de la norme. Oui. J'ai une certaine idée de par mon expérience, de par ce que j'ai lu, de par le compagnonnage, de par les malades que j'ai vus. J'ai une certaine expérience de ce que c'est, une certaine idée de ce que c'est que le pathologique. Oui, ok. Mais entre le normal et le pathologique, ça c'est Canguilhem, il y a une zone très très floue. Mais j'ai une mauvaise idée. Par exemple, j'ai pas travaillé avec des sportifs de haut niveau, tu vois, par exemple. Ok. Et donc Ah. j'ai pas eu cette expérience-là, tu vois. Et je n'ai pas une idée où les quelques-uns que j'ai vus, ils sont venus me voir parce qu'ils étaient blessés. Mais pour toi, donc l'augmentation, enfin, elle implique qu'on soit déjà plus ou moins à un niveau capé, quoi. Bah en fait, capé, enfin c'est-à-dire que pour moi, l'augmentation c'est dans le mot quoi. C'est on augmente, on part du niveau de base Ok. et on va au-dessus. C'est on étend des capacités. Je sais pas, par exemple, tu peux soulever un certain poids avec tes jambes. Tu vois, tu peux porter, faire un soulevé de terre d'un certain poids, puis si tu mets un exosquelette, bah, tu vas plus haut. Ça serait possible potentiellement. Bah, ça existe déjà. Oui. Ok. Tu vois, donc là, c'est un exemple d'augmentation par la technologie. Mais tu peux aller plus loin. Tu peux dire ta vision. Tu sais que, je sais pas, on perd un petit peu de quelques dixièmes Les à lunettes, c'est partir une augmentation. Eh ben non, Non. justement. Parce que tu viens compenser une perte. Ah ok. Donc par exemple, une pile enfin une pompe qui remplace un peu ton cœur, pour toi, c'est pas une augmentation. Non. Ça compense une perte du coup. Ben non. Et d'ailleurs, au niveau médical, c'est comme ça que c'est Ok, défini. ok. Tu vois, et Ok. c'est assuré par, je sais pas, l'assurance, enfin, l'assurance maladie, elle rembourse des choses enfin, des Ok, alors pathologies. attends. Si par exemple tu nais C'est vachement avec une important, vision déficiente, Ouais. alors 5 sur 10 par exemple, ou je sais pas. Et ben alors, non, alors voilà. Donc, tu peux très bien raisonner en termes de, il y avait une capacité, elle est perdue. Oui. J'amène une technologie qui va la faire retrouver. Ça peut aller de la lunette, ça peut être l'implant, enfin, le remplacement du cristallin Oui. dans la cataracte, où les gens voient même mieux qu'avant, si tu veux. Donc voilà, tu viens corriger quelque chose que tu as perdu. Ou alors, tu peux dire, je corrige quelque chose par rapport à la moyenne. Donc, un enfant Oui, naît d'accord, la baseline. par rapport Ok. à la baseline. Et Ça, c'est super intéressant. Et c'est le problème de la norme, tu vois. Est-ce que la norme, c'est la moyenne? Ouais. Tu vois, c'est vachement compliqué. Est-ce qu'on a le droit de parler de ça? Non, mais, tu vois, c'est vachement compliqué. Oui. Et donc ça, il y a un pacte social en plus là-dessus. C'est-à-dire qu'on définit ce qui est normal, soit de manière un peu Arbitraire, tacite, quoi. ouais, Soit même de arbitraire. manière mesurée, mais ça peut évoluer aussi. Mais ça, c'est la question éthique. Et après, t'as la question philosophique de est-ce que c'est souhaitable
d'augmenter. Alors, attends, Voilà. du coup, Oui. qu'est-ce que c'est que d'augmenter? Bah, augmenter, ça va être par exemple euh, euh, les hommes biologiquement ne peuvent pas avoir d'enfants, ne peuvent pas comment dire, porter l'enfant. Super intéressant. Ouais. Hein. Ouais. Si un jour la technologie permet de leur greffer des organes qui vont être Oui. capables de porter des enfants, ça c'est une augmentation de la capacité de l'homme de sexe masculin. Tu Oui. vois ce que je veux dire? Oui. Oui. On lui a ajouté quelque chose qu'il ne pouvait biologiquement pas faire. Oui. Et donc moi justement en tant que soignant, c'est vachement important cette question. Parce que je me situe dans un truc, je suis peut-être un peu conservateur d'ailleurs, mais ça me rend mal à l'aise. Déjà, mon premier niveau de réaction, c'est je suis mal à l'aise quand on cherche à augmenter euh, l'être humain en son cœur, en son sein, biologiquement. Enfin, je veux dire, qu'on utilise un outil, comme je disais, le soulevé de terre, de manière ponctuelle, etc., pas de souci. C'est extérieur à toi. Si on utilise un algorithme d'intelligence artificielle, un LLM, que tu discutes avec lui via une interface, pas de souci. Ça ne pose pas de problème. Mais si par exemple, tu mets une puce, Tu parles de transhumanisme. voilà, ça me pose problème. Je sais, en vrai, Il y a un couplage qui est intérieur, si tu veux. c'est très Non, compliqué comme sujet. bah, c'est hyper compliqué. J'ai du mal j'ai pas vraiment d'avis dessus, en vrai. Je pense que Moi, ça j'ai du dépend mal. beaucoup du why qu'il y a derrière aussi, quoi. Alors, donc là, on a parlé un peu de la différence Oui. entre le normal, le pathologique, le moyen, ce qui relevait, on va dire, du soin ou de la Oui. correction d'un déficit et ce qui relevait plutôt de l'augmentation. Mhm. Pareil, un exemple assez concret qui parle aux gens, c'est l'infertilité. Tu vois, Mhm. on considère, enfin, le pacte entre êtres humains, même si ça vient de la naissance, on considère que de manière normale, l'espèce humaine est fertile. Oui. Donc quelqu'un qui a des problèmes de fertilité, on va lui apporter une aide pour qu'il Puisse procréer. puisse procréer. Oui. C'est une aide médicale à la procréation. Oui. Ça va, Oui. ça c'est assez, Oui. assez clair. C'est pas une augmentation de la capacité d'être fertile. Bah, à l'échelle, au référentiel individuel, si. On estime que ça dérive soit d'une maladie, ça peut être le cas. Hein. Ça peut être quelqu'un, je sais pas, qui a reçu des rayonnements sur ses gonades. Ça peut être quelqu'un qui a eu, je sais pas, moi, à qui on a retiré des gonades pour un cancer. Ça peut être, il y a plein de situations, si tu veux. Et où c'est quelqu'un qui peut aussi avoir eu des problèmes de développement hormonal à la puberté et que du coup il n'est pas fertile, etc. Mais on considère que la baseline c'est d'être fertile, si tu veux. Oui, oui, ok. Donc pour moi c'est pas une augmentation fondamentalement, tu vois. Ouais. Par contre, mettre un nouveau matériel à l'intérieur du corps à quelqu'un qui était en parfaite santé, mais qu'on va, tu vois, par exemple le dopage sportif, Oui. c'est une augmentation. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, voilà pour les définitions. Après, il y a le why, comme tu dis, enfin l'aspect plus éthique, philosophique qui est derrière. Eh bien, je suis très sensible à la question de la limite depuis jeune. J'ai toujours beaucoup recherché la limite de mes propres connaissances. La limite physique, bah, comme un peu tous les gens, hein, tous les enfants, etc. Tu cours, tu vois que tu cours moins vite que le copain. Alors du coup, tu vois, enfin, la question de la limite, voilà, des capacités physiques. Donc c'est une question c'est une question qui me taraude, mais je pense que la limite est pleine de vertus. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à essayer de repousser, enfin de percevoir mes limites, de jouer un peu avec, de les dépasser. Et depuis que j'ai des enfants, je perçois encore un peu plus fort la vertu de la limite. Avec plus de finesse. Bah, avec plus de finesse et puis de manière, si tu veux, l'implication que ça a pour le développement. Oui. Au début, quand mon premier enfant était très petit, j'avais du mal à poser des limites. J'ai dû apprendre à poser des limites. Enfin, tu vois, c'était pas forcément. Les enfants, ils ont pas de mal à les tester, en tout cas. Voilà, mais tu vois, je me suis dit, non, j'étais un peu dans le mode éducation positive, etc. Oui, bah, pareil. Et un jour, je me suis vraiment rendu compte en quoi ça l'aidait, vraiment, hein, en termes de tranquillité, de sérénité, d'endormissement, de bien conduire ses nuits, de repos, voilà, et même aussi de capacité à progresser, parce qu'en fait, la limite, une fois qu'elle est posée, bah, ils vont essayer d'interroger pour aller au-delà, donc ils apprennent quelque chose de nouveau qui va dépasser. Et donc j'ai vu les vertus de la limite encore de manière plus concrète. Et je me suis déculpabilisé de poser des limites à mon enfant, tu vois.
Mais je comprends. Alors, il y en avait des limites que je posais de manière Toute complètement proportion gardée, quoi. inconsciente et qui Mm. étaient là parce que c'est mon système de valeurs, etc. C'est Mm. ma structure. Et puis je suis comme ça. Il y a des trucs, c'est comme ça, c'est carré, c'est, enfin, voilà, je Tu réfléchis choisis aussi tes feux de pas. bataille aussi, quoi. Voilà, il y a des Ok. trucs. Voilà. Mais sur plein de choses, je me disais, ça m'embêtait de poser des limites. Je me dis, je voulais lui mettre surtout un cadre qui va lui permettre de se développer de manière positive plutôt que de lui mettre. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais en fait, non, il a besoin de limites. C'est-à-dire, vraiment ne pas. C'est ma femme qui m'a beaucoup aidé à cet égard. Euh, Mettre des limites lui rend service. Tu vois, il y a des vertus de la limite. Mm. Et donc, du coup, si on revient à notre cadre éthique plus général sur l'augmentation de l'être humain, est-ce qu'il est souhaitable d'augmenter intrinsèquement l'être humain, tu vois, biologiquement de ça? Je suis pas sûr, tu vois. Ok, je vais te donner un Je exemple suis pas sûr que concret. ce soit enfin, de mon point, moi, c'est une opinion évidemment, mais je suis pas sûr que ce soit souhaitable. Ok, imagine, faut pas compter. Mm. Imaginons que ok, l'importance du why, j'ai un exemple en tête. Par exemple, imaginons que ce soit une question de survie pour l'espèce de coloniser Mars. Pourquoi pas? Et que, expérience de pensée. voilà, pour faire ça, on a besoin de pouvoir respirer l'atmosphère de Mars. Si on avait un système, c'est très SF, C'est chiant parce que je pense que c'est un bon exemple. On te greffe des poumons, je sais pas quoi, qui te permettent de respirer sur Mars, et c'est la condition sine qua non pour pouvoir aller coloniser cette planète. C'est l'augmentation. Mais le why, il est quand même vertueux, et même nécessaire. Vertueux d'un point de vue moral, ça dépend. Tu sais que la philosophie de la morale, c'est la philosophie la plus difficile à exercer. Mais disons, si c'est une question de survie, sur la pyramide de Maslow, c'est tout en bas de l'échelle. Je vois l'idée, et en fait, tu changes de référentiel. Donc non mais c'est volontaire et c'est bien vu. Mais je veux dire, tu changes de référentiel. Donc du coup, évidemment que le raisonnement que j'ai développé juste avant, il était dans un référentiel terrestre, dans un référentiel où le climat, même si c'est pas tout à fait statu quo, l'augmentation n'est pas souhaitable. En gros, c'est ça que tu dis. Ouais, on est dans un contexte où effectivement il y a un statu quo. Pas statu quo, le système de l'air est chamboulé. Mais tu vois, tu introduis une notion de survie. C'est quand même très fort, tu vois. Bah oui, mais bon, si tu prends pas d'exemple extrême. Hein. Non, mais c'est intéressant. mais du coup, on est. Alors effectivement, du coup, je vais essayer de faire le raisonnement. J'essaie de me projeter, quoi. Il y a une part de moi. Alors ça va peut-être te chagriner, mais il y a une part de moi. Non, mais je vais pousser le raisonnement jusqu'au bout. J'y ai déjà réfléchi en plus. Alors j'avais pas cet exemple-là en tête, mais c'était pas plus par rapport au problème climatique. Et ça me dérange même d'être comme ça. Hein. Je veux dire, il y a un truc qui est pas résolu sur moi. C'est que on reste quand même, en tout cas dans mon propre horizon de connaissance, tu veux, on est un peu une anomalie ou une exception, quelque chose d'apparemment rare dans tout ce qu'on a observé pour l'instant. C'est le système terrestre, le système, la biosphère, etc. C'est quelque chose d'assez, c'est un événement quand même assez hasardeux, assez exceptionnel. Hasardeux, certainement, exceptionnel aussi, oui. Ouais. Et donc, au sein même de ce référentiel terrestre, il y a des espèces qui sont arrivées, des espèces qui ont disparu à la faveur de cataclysmes, à la faveur d'un astéroïde qui tombe, à la faveur de plein de choses. Peut-être qu'on est une étape, et peut-être qu'on est voué à disparaître, nous, l'espèce humaine. Est-ce qu'il faut absolument, nécessairement, vouloir à tout prix alors, évidemment, hein, ce seraient mes enfants. Tu vois, c'est horrible comme question. Mais si je prends juste un focus beaucoup plus large, est-ce que c'est souhaitable, tu vois, de se dire, parce qu'en plus en plus le faire. Alors bon, juste, est-ce que c'est souhaitable? Ça mérite quand même de se poser la question. Et en plus, je suis à peu près convaincu que ce sera difficile de le faire pour tout le monde. J'entends. Et donc du coup, ça nous demande de répondre à des questions. Mais là, tu rajoutes des contraintes à la faute expérimente. C'est vrai, je rajoute des contraintes. Parce que tu vois, même on a là dans ton truc. Ouais, là, c'est un peu le truc c'est un peu un problème de riche dans le sens où on peut se permettre d'avoir cette faute expérimente en étant bien et tout. Mais imagine, t'es sur le sol de Mars en train de mourir parce que tu peux pas respirer. On te dit, tiens, est-ce que tu veux cette paire de poumons? C'est 2 clics. Ouais. Et tu peux être là, non. Ouais. Bah si, tu vas dire oui. Non, mais je pense qu'on a une pulsion de survie. Oui. Mais tu vois, c'est très difficile de dire, quand tu raisonnes à l'échelle individuelle, ou on va dire ton environnement immédiat, puis surtout avec les gens que tu aimes, effectivement, je pense qu'il faut être honnête, on n'a pas envie de mourir, on n'a pas envie que nos proches meurent. Oui, bon. Donc, non mais, voilà, oui. Tu vois, ça paraît assez quand même partagé, enfin il me semble. Mais philosophiquement, oui, je suis d'accord philosophiquement, si tu élargis le focus, ouais. Je pense que j'aurais le même avec toi en fait philosophiquement, mais en termes pratiques, je pense que j'aurais moins cet avis-là. Mais par contre, je suis à l'aise avec l'idée d'avoir ce paradoxe.
Voilà. Ouais, moi je réponds pas complètement à la question, hein, c'est un peu. Non, mais je réponds pas complètement à la Oui, question. je vois. C'est volontaire, c'est-à-dire que je suis pas sûr que ce soit souhaitable. Et c'est le genre de question où je peux totalement me dire, c'est possible que dans un an, j'ai un avis complètement différent. Bah oui, t'imagines. Ouais, Ouais, c'est hyper dur. c'est très dur. C'est hyper dur. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de l'éducation, il y a un truc qui est vachement intéressant, parce qu'on parlait aussi de fin de job tout à l'heure. Genre, peut-être qu'il y aurait beaucoup moins. Imagine, demain, il y a plus que 20% des gens qui sont employés sur Terre. Mais tout ce truc de libre testing, d'éducation et tout, Tu sais qu'en France, c'est pas loin d'être le cas, hein, il me semble. Hein. T'as 20% de je la veux pas en population parler. active. Tu vois, Mais tu vois, ça met aussi en. Puisqu'on parlait de philosophie et tout, bah, l'importance de savoir faire de l'introspection, de savoir comprendre ses émotions, de se connaître soi-même, de réfléchir, de réfléchir aussi sur l'esprit, des choses comme ça. Ça va être super difficile parce qu'en Occident, on est nul là-dessus. On n'est pas très bon en tout cas. Et si on a moins d'emplois, on va. J'avais lu une nouvelle il y a pas longtemps d'un livre qui s'appelle AI 2041, qui a été fait en collaboration avec un écrivain et un scientifique, donc sur l'IA bien sûr, et ils imaginaient des situations, voilà, et dans situation de perte d'emploi massive et tout, et en fait, tu as des gens qui retrouvaient des emplois dans cette nouvelle, donc je vais spoiler, hein, bouchez-vous les oreilles, dans ce truc, tu as des gens qui perdent leur emploi et qui retrouvent un emploi fictif, typiquement de manutention, mais où tu contrôles une machine à distance. Et en fait, le plot twist, c'est que Ah oui, c'est les mêmes bullshit jobs. ouais, sauf que littéralement, ils contrôlent rien du tout et que c'est juste, Ouais, ça ouais. leur donne une impression de sens dans une réalité virtuelle. Ah, carrément, dans une réalité Et ils le virtuelle. savent évidemment pas. Ils sont là, oh, c'est fou, on nous fait une job relocation et tout en virtuel, et on continue d'avoir de l'impact. Oui, oui, sauf que non, non, Mais quoi. ils savent pas que c'est virtuel. Non. Ouais. C'est, c'est- C'est un et- et- palliatif, quoi. ouais, tout à fait. Je te propose de parler un petit peu à peut-être ça, on se pose une. Parce que là, je pense qu'il faut qu'on bouge maintenant. Ah bah oui, il faut. Ok, Ouais. je propose de faire une petite conclusion Ouais. et on pourra reprendre peut-être à distance une autre fois. Chacun pose une question à l'autre sur un des points, sur un point, un peu de curiosité. On essaie de répondre en 1 minute, tu vois, genre. 10 minutes pour trouver la question, 1 minute pour la poser. Ouais, moi, j'ai une question. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, définit. C'est quoi l'essence, vraiment, du concept de polymath? Parce que c'est un mot que tu emploies. Oui. Ouais, et c'est quoi pour toi. Alors, deux questions d'une, mais c'est un peu. L'essence du polymath, c'est quoi qui différencie fondamentalement un polymath de quelqu'un qui serait pas polymath? Et puis, des exemples de grandes figures de polymath que tu connais. Alors, les grandes figures, c'est facile. Je connais Montessori, De Vinci, bon, George Sand. Enfin, il y en a pas mal. Sinon, en vrai, concrètement, en pratique, pour moi, un polymath, c'est quelqu'un qui a une expertise forte, donc forte, c'est-à-dire supérieure à la plupart des gens sur Terre. Ce qui est assez facile, hein, être dans le top 10%, c'est pas très dur sur quasiment n'importe quel domaine, en y passant quelques heures par jour. Hein. Expertise forte sur Ça, c'est 3, 4, prétentieux. 5... Non, Non, pas du tout. je te titille, mais comme tu as employé le mot tout à l'heure. Ouais, tu penses En vrai, vraiment. par exemple, moi, je cuisine tous les jours à la maison, je cuisine mieux que probablement 90% des gens sur la planète. Hein. Et j'estime pas être exceptionnel. Je dis pas que j'ai le rang d'un chef, mais le faire tous les jours me rend forcément meilleur que quelqu'un qui le fait pas tous les jours. Tu vois. Donc voilà, qui est fluent et qui est bon dans l'expertise sur plusieurs domaines différents, 3, 4, 5 plus. Donc ça, c'est la pratique. D'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est très important, puisque si l'IA va faire sauter des jobs, c'est difficile de prévoir quel type de jobs vont disparaître. Et du coup, si quelqu'un, c'est un peu le truc du T-shape où tu as un socle très large de compétences, euh, et c'est ce que tu veux, versus une grande expertise sur un seul domaine. Ben, en fait, le piège de ça, c'est que si ton domaine il se fait shut down demain, tu te retrouves comme un con, le bec dans l'eau. Alors que si tu as une expertise un peu large, même si elle est moins profonde, ben, au moins tu as quand même un backup et tu voilà. Et en plus, tu as le bénéfice de pouvoir combiner et transférer tes connaissances d'une compétence à une autre. Comment est-ce que tu appliques, je sais pas, des principes financiers comme les intérêts composés à la santé ou la viralité. Tu peux l'appliquer aux épidémies, mais tu peux l'appliquer aussi au contenu, des choses comme ça. Ça, c'est la théorie. Non, ça, c'est la pratique, pardon. En théorie, pour moi, un polymath, je pense que c'est avant tout quelqu'un qui a une grande curiosité et qui est multipassionné. S'il n'arrive pas à développer une expertise profonde, je pense qu'il a quand même les graines pour devenir polymath, parce que la curiosité, c'est le truc le plus, c'est la qualité. Je pense que s'il y avait une qualité que je voulais passer à mes enfants, ce serait la curiosité. C'est le truc qui te rend résilient, qui fait que tu vas jamais t'ennuyer dans la vie, et qui fait que tu vas être intéressant et intéressé. Enfin, je veux dire, c'est aussi ce qui permet de s'intéresser aux autres finalement et d'avoir de bonnes relations sociales. En fait,
La curiosité, pour moi, c'est la qualité la plus importante au monde, ou presque, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis assez d'accord. Sur la curiosité, c'est un truc. Voilà, en tout cas, voilà, Ouais, c'est important. c'est un- C'est une de mes valeurs hautes. Et moi, j'ai même le problème d'être trop curieux, donc de m'intéresser à trop de choses et d'avoir du mal à aller en profondeur parfois. Mhm. C'est aussi pour ça que je fais une exploration en profondeur chaque année, sinon je ne vais jamais en profondeur. Ouais, ouais. Euh, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'aurais ajouté cette notion de peut-être vraiment de synergie. C'est-à-dire que je trouve enfin, l'image que j'ai d'un polymathe, c'est quelqu'un qui va vraiment se servir, Transférer. ouais, le Oui. transfert, ouais. C'est-à-dire que, Mm. et il trouve même son plaisir là-dedans, et presque, peut-être, je parlais de l'épistémophilie, il va avoir son propre horizon de connaissance, il va le Oui. percevoir, le caractériser, vraiment en voir tous les contours dans un domaine, et puis il va se servir d'un autre domaine pour passer le plafond de verre dans cette première discipline, tu vois. Oui. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Moi, dans mes études de médecine, je saurais pas te dire exactement comment et pourquoi, mais je sais que la musique, le fait d'avoir été musicien, m'a permis d'être plus performant et meilleur dans mes études. Ok. Ok. Mais je suis très d'accord sur le transfert, surtout quand t'as plein de connaissances différentes. Ouais. Et en plus, quand tu commences à transférer, tu commences à avoir des connexions partout, quoi. Ouais. Et c'est à la fois moi c'est à la fois une forme de jouissance, de plaisir, hein, tu vois, de plaisir à être comme ça et à faire et à le faire, à le pratiquer, etc. Mais je trouve que ça permet aussi d'aller finalement beaucoup plus loin parce que tu pètes des raccourcis. Oui. Tu vois. Et c'est pour ça que quand t'es polymathe ou quand t'es très curieux, tu connais pas mal de choses différentes, les gens se font assez impressionnés parce que t'as plein d'intuitions super pertinentes sur plein de trucs. Ouais. En fait, c'est juste que tu fais des connexions que les autres n'arrivent pas à faire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors après, il y a un côté mal perçu quand on dit, ou quand on se dit polymathe, tout ça. Ça fait prétentieux parce que il y a toujours cette image de Léonard de Vinci derrière. Et effectivement, moi, je me compare pas à Léonard de Vinci. Hein, Oui, donc, oui, non. T'imagines un cerveau comme ça à notre époque où tu as accès à toute l'information comme ça? ouais, Ce serait formidable. ouais. Non, c'est fou. Mais cette idée, en tout cas, de transversalité, de penser en termes de système, de transférabilité, effectivement, de synergie. Puis c'est comme ça que tu deviens ouvert d'esprit, que t'es bon Ouais, en abstraction, ouais, enfin tout, quoi. ouais. Non, mais je crois on est un peu en résonance là-dessus. Ouais, totalement. Ok, ok. Et toi, du coup, moi j'ai une question, ce serait plutôt comment comment est-ce que tes idées, alors comment est-ce que tu combinerais ton background de chirurgien et surtout comment tu as été formé là-dessus, plus ton côté très polymathe et l'épistémophilie, l'expérience, comment tu te servirais de ça si tu devais repenser le système d'éducation? Ah, d'accord. Alors, c'est marrant parce que je suis rentré en lien là sur LinkedIn avec une fille, Et je sais qui c'est. c'est Charlotte. Charlotte. Je sais plus son nom de famille. Marie. Non, c'est pas ça? Je sais plus, ouais. Attends, celle qui va visiter sans école. Exactement. Oui, je Ouais, sais, c'est oui. Charlotte. Voilà. Bah, je suis rentré en lien, ça c'est récent. Mais avant ça, et d'ailleurs je vous l'avais fait passer dans le groupe, il y Oui. avait la vidéo de Monsieur Ladouari Ah, qui dit il faut créer des écoles de polymath. oui. Et moi j'ai beaucoup aimé ma scolarité. J'ai pas été en lutte, tu vois, en bataille avec ma scolarité et avec l'école. Par contre, il y avait quand même un carcan disciplinaire, tu vois. Après, on est en France aussi, Et hein. on est en Voilà. France. Donc ça m'a toujours irrité. Mais j'ai eu souvent des profs régulièrement, si tu veux, dans mon cursus. Alors pas tous, et il y en a c'était fermé, tu vois. Mais j'ai quand même souvent eu des profs qui avaient pris du recul là-dessus, tu vois, et qui arrivaient à dépasser ça. C'est très inégal. C'est très inégal. Et je trouve que c'est pas assez institutionnalisé de garder les meilleurs là-dedans, quoi, tu vois. De garder que, il y a un vrai problème pour que ce qu'on évoque là, cette ouverture d'esprit, avoir les bons profs qui vont pousser les curseurs, Mais favoriser le transverse, etc. si ça se trouve, t'as eu un bon prof de bio quand t'étais petit, du coup, t'as voulu devenir chirurgien, t'aurais eu un super prof d'histoire et un mauvais prof de bio, tu serais devenu historien, ça se trouve. Non, mais peut-être. Non, mais tu vois, bien sûr qu'il y a des figures, tout ça, on sait pas d'où ça vient, hein, tu vois, ça Oui. nous inspire. Et donc, je suis très, très attentif au travail de Charlotte Mhm. parce que elle a rendu, elle a une approche systématique. Oui. Tu vois, elle a pris un panel d'écoles représentatif sur ce qui se fait d'excellent, en tout cas une certaine idée de l'excellence.
elle le fait dans un cadre de recherche, donc il y a quand même une rigueur, Oui. c'est sur plusieurs années, tout ça. Et donc j'aimerais vraiment bien voir quels sont les déterminants qui font que pour le plus grand nombre, ça c'est mon côté un peu républicain, Oui. tu vois, ça fonctionne. Et voilà. Et ça casse les barrières culturelles aussi, puisque c'est pas juste les écoles les plus intéressantes de Tout à France, fait. quoi. Je pense que moi, je réfléchis toujours en termes, comme toi, en termes de principes premiers et de fondamentaux. Oui. Je pense qu'il y a des choses quand même qui sont des garants d'une bonne éducation. Enfin, je veux Et dire, quelle est la place de l'expérience là-dedans? eh ben, ça, je les réponds dans ma perspective. Moi, je pense que, et dans mon métier, c'est pareil. Nous, on estime on n'est pas chirurgien parce qu'on a lu des livres. On est chirurgien parce qu'on opère. Charcuté, oui, voilà. Parce qu'on a, Tout à comment fait. tu dis? On charcuté. Ouais, on se comprend. J'aime Voilà. pas ça, mais on se comprend. Mais parce qu'on opère. Oui. Et dans cette perspective très phénoménologique, en fait, hein, euh, c'est vraiment, tant que tu n'as pas expérimenté dans ce couplage, tu vois, sensorimoteur, entre des choses que tu as appris, certes, des concepts, mais aussi ce retour permanent au monde tel qu'il est, tu vois, à l'expérience Oui. telle qu'elle se produit. Donc, la résistance de la matière quand tu la travailles, le retour que la matière te fait, etc. Tu vois, ce couplage qu'il y a vraiment sensoriel et moteur avec le monde qui t'environne, je pense qu'il n'y a pas de véritable connaissance. Donc est-ce que Et donc, il faut faire, donc juste pédagogiquement, du coup, à l'école, il faut favoriser ça, quoi. alors est-ce que le but du jeu ce serait pas, Côté Montessori, ça me va bien, tu vois. parce que du coup la théorie, on est d'accord, c'est important, mais la pratique aussi. Donc en gros Ouais. c'est ça l'essence. Mais Mais du coup, pour moi, ça s'oppose pas. Tu vois, on dichotomise toujours la théorie et la pratique, mais tu sais que théorie, par exemple, le mot théorie, théorein, ça a donné aussi, c'est la même racine que contempler. ok, Et ça, c'est je ne assez savais pas. fou. Ouais, le jour où j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça dingue. Parce que ça veut dire, c'est-à-dire que, en fait, l'effort théorique, c'est pas un effort d'abstraction ou Oui. d'intellectualisation. Non, c'est plutôt c'est plutôt une attitude d'abaissement des défenses et des résistances qui laisse faire émerger l'intuition qui provient d'un entraînement. Oui, enfin en France on contemple beaucoup les polycopiés, quoi. Non, mais voilà, mais non, mais tu vois, quand je mets là sur mon LinkedIn le Eureka, Oui. l'Eureka du mathématicien ou l'Eureka d'Archimède, c'est vraiment cette idée que il y a, et c'est exploré, et c'est pour ça que les sciences, les sciences de l'expérience vécue, pour moi, c'est l'un des apports majeurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens, notamment Claire Petit-Mangin, qui a fait sa thèse sur les mécanismes de l'intuition, à l'aide de techniques comme l'entretien d'explicitation, qui sont des techniques de la pédagogie, enfin du milieu qui ont été utilisées et construites pour les élèves, hein, pour les aider à apprendre et à faire retour et tout ça. Eh bien, elle documente ça. Et elle décrit des patterns d'émergence des intuitions, de l'intuition, dans des discours qu'elle retrouve dans des discours rapportés par les gens qu'elle a observés. Mais est-ce que du coup Je sais pas si je suis très clair, mais en gros, tu vas pas avoir des intuitions ou une compréhension ou une acquisition des connaissances comme ça, sans avoir travaillé, sans avoir rien lu. Donc oui, avoir une approche théorique, intellectuelle, livresque des choses, oui, moi je veux dire, pas de souci, il faut lire, hein, je suis pas du tout contre. Mais je veux dire, c'est que dans la confrontation, le maillage que tu crées entre ça et le faire, tu vois, le faire dans la matière, etc., qu'il y a véritable connaissance. Et du coup, en fait, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui est plus fusionnel entre théorie et pratique, et surtout des cycles d'itération beaucoup plus courts. Oui, oui, c'est-à-dire, oui, enfin, le truc qui consiste à poncer sa chaise et Ça, parce que c'est vrai, enfin, en vrai, le système scolaire actuel, c'est quoi? Ça va être quasiment 18 ans de théorie, voire même 20 ans de théorie. Alors, je trouve ça. Tu vois, Voilà. je caricature exprès. Ouais, Hein. c'est vachement caricatural parce que, enfin, quand on discute avec les profs, en fait, ils font en fait comme ils peuvent déjà. Oui, c'est pas une critique des. Non, je dis pas que c'est une critique, mais souvent ils ont la classe à gérer, ils ont plein d'autres trucs, et je pense qu'ils seraient d'accord avec cette idée qu'effectivement, tu vois, il y a une discussion qui revient souvent sur l'intérêt des maths. Tu vois, on nous fait faire des maths et tout. Oui. Un coup, je crois que c'est les dérivés. Hein, je crois que c'est de mémoire, c'était les dérivés. On peut utiliser les dérivés pour calculer la surface optimale d'un champ. Donc, on pose un problème, on dit vous êtes un agriculteur et vous devez calculer vous avez une parcelle et vous devez favoriser la plus grande aire cultivable en fonction des côtés. Parce que c'est le rectangle, le carré, voilà. Et en fait, tu utilises tu utilises une dérivée pour calculer une aire. Et en fait, là, tu as une application concrète, tu vois, d'une comment dire de théorie mathématique
qui est déjà d'un niveau première terminale. Je crois que les dérivés, c'est plutôt première terminale, tu vois. Et ça m'intéresse beaucoup. Oui. C'est ce maillage et cet aller-retour permanent. Et moi, dans mon métier, c'est tout le temps ça. Tout le temps. T'as un problème. T'as un problème concret. C'est très empirique comme approche de la connaissance. Pas que empirique, mais quand même très empirique. Moi, ce que j'entends par pratique, en tout cas, pour tous les scientifiques, si tu veux, pour boucler là-dessus, mais les gens, vraiment, les plus grands scientifiques, ils se sont posés des problèmes que le monde leur posait. Oui, tout à fait. Tu vois, c'est en se confrontant au monde que c'est en voulant bâtir des pyramides, c'est en voulant, tu vois. Mais ce que j'aime bien, c'est la pédagogie par projet, justement, tu vois. Mm. Enfin, c'est ce que j'ai eu dans une des écoles, mais je pense que c'est un truc qui est applicable avec un petit reframing, même sur les plus petites classes, quoi. Ouais. Et ben, en fait, souvent la réponse que je fais là-dessus, c'est en gros, le lire, écrire, compter, il faut être intransigeant. Oui. Et c'est la base. Oui. Sinon, tu peux même pas faire de problème, en fait. Voilà. Donc, le lire, écrire, compter, ça veut dire quoi jusqu'au CM2 6e, on va dire. Normalement. Hein, à peu près, quoi. Oui. Mais une fois que tu as passé ça, tu peux faire clairement, tu peux faire du projet, tu peux faire du transversal, tu peux faire du. Voilà. Mais par contre, je pense qu'à mettre en œuvre dans une classe avec toutes les branches autour, c'est hyper dur. Tu vois, par exemple, je sais pas, le faire de manière républicaine, c'est hyper dur. Je sais pas, moi, en classe, je me souviens qu'il y avait un truc qui était très très cool, c'est qu'on faisait des parcours pour les escargots. C'est des parcours d'obstacles. Donc ça, voilà. Tu vois, c'est un projet qui est cool, mais si tu rajoutes à ce projet des spécifications, et c'était en CE, en CE2, tu vois. Si tu rajoutes des spécifications, la planche sur laquelle on fait le parcours d'obstacles doit faire telle aire ou telle surface, tu sais, des spécifications comme ça, en fait, tu peux combiner les compétences, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, ce qui m'a terminé, c'est par exemple, je me suis mis au running il y a quelques années. En fait, tu découvres que c'est un mélange de physique, de maths, de PS, même d'histoire finalement. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'ai pas connecté ces matières-là quand j'étais gosse? Mais bien sûr, mais moi, tu parlais de la cuisine, par exemple, le café. Ouais. Alors, c'est marrant parce que enfin, bon, j'en parlais beaucoup avec ma femme à un moment donné, mais on avait vraiment deux approches différentes. Et pour moi, le café, c'est juste c'est un des champs et c'est presque un prétexte pour kiffer de comprendre tout ce qui tourne autour du café. Donc, ça va être tout ce qui concerne la graine, tu vois, oui. La façon, son cycle de vie, les différents terroirs, le système agroéconomique qu'il y a derrière, les maladies associées, tu vois, les parasites. Déjà, comment il augmente les récepteurs de dopamine disponibles et donc favorise le renforcement des habitudes. Ouais, tu vois, là, tu peux avoir aussi la traduction. L'adénosine. Ce que ça fait sur l'être humain. Oui. Et puis après, tu as aussi tout le process du café. Enfin, une fois que tu as la graine chez toi torréfiée. Et puis, ouais, il y a plein de trucs autour du café. Et chez toi, la machine à café. Donc, tu vas parler de temps d'extraction. Tu vas parler de quel type d'eau tu mets. C'est tout un vocabulaire. Hein. Quand t'entends un mec chaud sur le café, tu comprends pas ce qu'il dit, quoi. Ouais, voilà. C'est terrible. Et en fait, t'as aussi la technologie qui est associée au café. Tu vois, le marketing, les différentes cafetières, effectivement, la vente, etc. Donc, tu vois tout ce qui est autour du café. Et donc, passer juste. En fait, ce que je kiffe vraiment, c'est. Je reste sur l'exemple du café. L'expérience j'en ai eu, ça quand je te dis, tu vois, la connaissance débute. Oui. C'est-à-dire que c'est pas tout. La connaissance ne se résume pas à l'expérience. Oui, bien sûr. Tu vois, mais si ça débute, tu prends un café. T'es dans un café, tu vis comme ça un moment un petit peu de pleine réception de ce qui se passe là quand tu bois le café. Tu vois, tu goûtes le café, tu dis c'est dingue, la couleur, la texture. Il y a même des cafés qui ont de la mâche, tu vois, presque. Ils ont une épaisseur, etc. Le goût, tout l'odeur. L'odeur de ouf, tu vois, l'odeur. Il se passe plein de trucs quand tu dégustes ton café. Et c'est de l'ordre de la perception, de l'émotion et tout. Et il se passe un truc. Mais après, quand tu vas explorer tout ce qui tourne autour du café, en fait, tout sera parti de là. Oui. Tu vois ce que tu as senti. Donc, ça va toujours faire écho à cette expérience. Mais après, tu vas aller vers des choses plus théoriques. Et donc, mais tu as quand même une circularité, un effet retour sur l'expérience que tu as eue du café et toute la caféologie. Si tu as lu des trucs sur le café, quand tu vas regoûter un café, Voilà. Mais c'est un rabbit hole, le café, c'est comme le thé et tout. Enfin, c'est terrible. Mais tu peux le faire avec tout. Oui. Tu vois, l'acidité, donc l'acidité, ouais, c'est vrai, l'acidité, le côté chocolaté.
Qu'est-ce qui fait aussi que ce café-là est rendu plus acide? Est-ce que c'est le terroir? Est-ce que c'est ce qu'il y a dans la terre? Enfin, tu vois, et hop, et ça ne s'arrête pas. En fait, c'est un jeu infini. Je suis Et le allé, point existentiellement, je trouve ça beaucoup plus intéressant que d'apprendre des trucs par cœur. je suis allé au musée du chocolat à Bruges avec ma fille Ouais. là il y a une semaine. Incroyable. Et il y avait des trucs où tu sentais différents Ouais. arômes, Ouais. tu voyais les machines, l'histoire, c'était riche quoi. Ouais, le chocolat, c'est incroyable. Et bon, il y avait du chocolat aussi, on en a bouffé comme des cochons. Mais il y a la notion de plaisir et de récompense qui est liée aussi au mécanisme d'apprentissage. Oui, les chocolats étaient à la fin. Ouais, exactement. Donc, j'ai récemment appris à déguster du chocolat. Je ne savais pas faire. Un chocolatier de métier, il prend tu sais, les fèves, pas les fèves de cacao, mais les palais, voilà, les palais, les petits palais, pour goûter le chocolat, le sélectionner, ça. Il le met à la bouche et il le laisse fondre. Ça se croque pas. Tu vois. Et c'est comme ça que tu as la technique de dégustation la plus fine pour sentir vraiment toute la palette aromatique du café. Ok. Je savais pas. Comme le café, t'es censé le boire brûlant, je crois, ou très très chaud, non? Ah, je sais pas ça. J'ai quelqu'un qui m'a dit ça, je sais pas si c'est vrai. Les machines, elles sont réglées sur 92 degrés. Je propose qu'on s'arrête là, sinon on va pas arriver au spectacle. Carrément.